Bonjour à tous et à toutes. On va commencer. On a pris quelques minutes pour les derniers retardataires. Moi, je m'appelle Thierry Alvernia, je serai l'animateur de la conférence. Concrètement, j'accompagne les PME sur des problématiques stratégiques liées à leur transformation au quotidien. Et donc là, je vais animer votre conférence aujourd'hui. Simplement, rapidement, pour introduire le sujet. Alors, on va parler du V2G. J'imagine que si vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est que vous connaissez ou que vous avez envie de connaître. C'est le véhicule to grid qui transforme les véhicules électriques en source d'énergie de stockage pour le réseau électrique. Cette approche combine la mobilité électrique et les réseaux intelligents pour relever les défis énergétiques et environnementaux, bien évidemment. Les véhicules peuvent être rechargés à partir du réseau et injecter de l'électricité en retour pour équilibrer l'offre et la demande. Cette interconnexion offre flexibilité, gestion de l'énergie et valorisation des ressources. Alors, dans cette conférence, nous allons explorer les aspects clés du véhicule to grid, ses avantages potentiels et ses défis de mise en œuvre, puisque là, je vous ai expliqué la théorie et nos intervenants vont vous expliquer un petit peu en pratique comment ça marche. Voilà, donc je vais donner 1 minute de temps à peu près à chacun pour vous présenter, grosso modo, de quelle société, quel est votre périmètre, s'il vous plaît. Rémi, je vous en prie. Je vais lancer la danse. Donc, Rémi Dria, je travaille pour Enedis, qui exploite et modernise le réseau de distribution d'électricité sur 95% du territoire français. Je suis chef de projet dans l'innovation. Donc, ce qui nous occupe, c'est améliorer la performance de l'entreprise sur nos missions cœur de métier. Également intégrer plus facilement les énergies renouvelables, tout ce qui est lié aux nouveaux usages, et évidemment un sujet qui nous occupe beaucoup, la mobilité électrique, comment intégrer tout ça et puis anticiper l'avenir, notamment avec le V2G. Merci, Clément. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Clément Molison, je suis le délégué général de l'AVER France. C'est une association professionnelle qui rassemble tout l'écosystème de la mobilité électrique. Donc on a un peu plus de 250 adhérents qui sont à la fois des constructeurs, des équipementiers, des énergéticiens, tous les acteurs de la recharge qui le fabriquent, installent, opèrent des bornes ou qu'ils fassent plusieurs de ces activités en même temps, et un certain nombre d'autres acteurs, collectivités, associations et d'autres secteurs qui viennent se rajouter à ce beau sujet qu'est la mobilité électrique. Et juste peut-être pour finir, on traite la mobilité électrique à la fois sous l'angle batterie et également hydrogène. Et on traite de tous les segments de mobilité, mais en particulier de l'automobile jusqu'au poids lourd, camions et bus compris. Merci, Roman. Bonjour à tous, Roman Potoki du cabinet Waystone. Moi je suis manager avec une expertise mobilité électrique. Je porte l'offre Waystone auprès de nos clients qui sont principalement des acteurs grands comptes et on les accompagne sur tous les sujets de mobilité électrique, que ce soit des lancements d'offres, de l'électrification de flotte, des nouveaux services. Voilà. Merci, Salim. Bonjour à tous, donc Salim Elouad, je suis cofondateur et président chez Mob Energy. Mob Energy, on est une start-up lyonnaise et on conçoit des solutions de recharge un peu particulières qui vont stocker de l'énergie dans des batteries de seconde vie pour ensuite recharger des véhicules, voire réinjecter dans le réseau cette énergie qui a été stockée. On est 30 collaborateurs et je vous parlerai des solutions qu'on a développées plus en détail juste après. Alors Clément, quels sont les principaux avantages environnementaux du V2G ? Alors, j'en donnerai deux principaux peut-être. Le premier va vraiment toucher à l'optimisation de la batterie. Une voiture électrique, sur son cycle de vie, a un bilan carbone qui lui est favorable par rapport à un équivalent thermique. Pour autant, on a à la fois un véhicule qui va rester garé 95% du temps, donc l'essentiel de sa vie ne fait rien. Et surtout, cette batterie, c'est elle qui porte l'empreinte carbone la plus importante, parce que c'est au moment de la fabrication de la batterie que l'on va émettre le plus de CO2 par rapport à la phase d'usage où, évidemment, on n'a pas d'émissions. Donc l'intérêt du V2G, c'est de faire travailler cette batterie quand la voiture est à l'arrêt, quand elle ne fait rien, et de lui permettre, lorsqu'elle se recharge, de redistribuer de l'énergie au réseau. Donc ça amène au second avantage, c'est
d'accompagner l'essor notamment des énergies renouvelables, dont l'intermittence doit pouvoir être stockée d'une façon ou d'une autre pour lisser au maximum les courbes de production et de consommation. Et donc là, la voiture électrique, elle représente un potentiel extrêmement important, voire le principal potentiel de flexibilité qui n'existait pas il y a encore quelques années. On avait d'autres systèmes qui existaient. Et donc là, vraiment, la perspective que l'on a d'une électrification massive du secteur automobile permet d'envisager plusieurs gigawattheures de stockage et de flexibilité en plus. Ok, Roman, du coup l'offre peut permettre de lisser les pics et les creux, c'est-à-dire d'un peu mieux travailler l'offre et la demande en termes d'énergie. L'objectif théorique, c'est bien ça, c'est de faire en sorte que le réseau électrique soit toujours équilibré en termes de production et de consommation. C'est ce qui fait sa qualité et le fait qu'on ait l'électricité et que ça fonctionne quand on utilise la prise chez nous. Et donc ce qui est intéressant dans le véhicule to grid, c'est qu'on passe d'un véhicule qui est uniquement un objet qui soutire de l'énergie sur le réseau et qui est un consommateur. On vient ajouter une nouvelle dimension qui n'existait pas jusqu'à maintenant, en tout cas pas sur les objets de ce type-là, qui est bidirectionnelle. C'est-à-dire que la batterie ne va pas seulement soutirer, voire réinjecter dans le réseau. Et elle peut le faire de manière pilotable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à distance, à un instant T, activer le fait de réinjecter de l'énergie dans le réseau. Et de manière décentralisée, au sens qu'au lieu d'avoir uniquement des véhicules localisés à un point donné, ces véhicules ils peuvent être dans toute la France et donc ils peuvent répondre à un instant T à une problématique locale ou à une maille plus grosse en fonction des besoins. Ça veut dire par exemple que si j'ai mis en place un système de production d'énergie renouvelable dans mon entreprise voltaïque ou éolien par exemple, donc qui génère des pics, ça peut être intéressant de m'intéresser à la question de la transition de la flotte et au V2G. C'est un sujet en effet qu'on a abordé ce matin dans le cadre de l'électrification de flotte. On peut imaginer en effet une entreprise qui va produire localement une partie de son électricité, bon, pas tout évidemment, mais une partie. Et on peut imaginer que c'est les collaborateurs qui travaillent la journée, qui ont le véhicule qui est sur le parking et qui dort une partie du temps. Au lieu de le recharger quand le collaborateur arrive, le matin à 9h avec tout le monde, on va attendre 13h, 14h, 15h avec des pics de production solaire et donc utiliser directement cette énergie pour la voiture. Alors Rémi, sur le réseau, ça a quel impact? C'est pas trop compliqué quels sont les blocages techniques à surmonter ou les difficultés techniques à surmonter pour avoir un réseau qui continue quand même à fonctionner correctement? Roman a mentionné un élément important, c'est que le véhicule électrique, c'est une batterie qui va se déplacer. Donc c'est extrêmement important puisque vous pouvez stocker et déstocker de l'énergie. Mais c'est aussi nouveau parce que historiquement, on avait plein de consommation ou de production qui ne se déplacent pas. Donc ça veut dire que avant de permettre à ce véhicule d'injecter sur le réseau, il y a ce qu'on appelle les grid codes, qui est finalement la réglementation qui va permettre au véhicule d'injecter sur le réseau sans dégrader la qualité de l'électricité pour les clients qui sont déjà raccordés. C'est des phénomènes de parasitage par exemple. C'est lié aussi à des questions de sécurité. Il ne faut pas que le véhicule réinjecte à une période où le réseau est coupé et où on peut avoir des personnes qui interviennent sur ce réseau. Donc ça, c'est vraiment des questions, des thématiques typiques au réseau. Et puis ensuite, derrière, on a des questions plus larges liées à tout ce qui est interopérabilité. Mon véhicule doit pouvoir injecter en France, mais peut-être que je suis frontalier, je vais aller me promener en Allemagne, en Belgique, en Suisse. Et donc je dois pouvoir coopérer avec tous ces systèmes. Et puis je finirai avec un aspect plus orienté vers l'usager, c'est que c'est une super opportunité pour le réseau, mais moi, utilisateur de véhicules électriques, je veux aussi qu'on prenne en compte mon besoin de mobilité. Et ça, il faut pouvoir réussir à le prévoir pour que ce V2G il se fasse en totale acceptation avec le besoin de mobilité de l'utilisateur. Et c'est aussi un challenge. Bien sûr. Alors Salim, par rapport à ce V2G, quelles sont les perspectives d'évolution? Alors vous avez déjà une solution un peu évoluée par rapport au réseau, puisque vous faites du V2B2G, il y a une batterie au milieu. Oui. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans l'évolution de ces usages autour du V2G? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Rémi, sur la limite usage, puisque aujourd'hui, la mobilité électrique, il y a une crainte que beaucoup d'usagers partagent, c'est l'anxiété de ne pas avoir assez d'autonomie, de ne pas trouver de bornes de recharge. Et donc c'est vrai que l'idée
d'utiliser cette énergie qui manque entre guillemets déjà, ou en tout cas psychologiquement, qui crée de l'anxiété, pour le réseau. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde est prêt. On préfère se dire, j'ai un pack, je vais conserver cette énergie. Donc ça, c'est une limite qui peut être traitée avec du pilotage, avec des systèmes qui restent encore peut-être à développer. Nous, on a eu une approche que je vais appeler V2G, mais qui est un peu différente. On a sorti des batteries usagées des véhicules pour en faire du stockage au service du réseau. Quand on a un véhicule électrique, on use la batterie, elle se vieillit progressivement à chaque cycle de recharge et de décharge. Et les constructeurs automobiles ont bien compris que si on vendait une Zoé qui faisait 300 km d'autonomie et qu'au bout de 5 ans, quand on recharge la voiture à 100%, on fait plus de 300 km mais on n'en fait que 250, ça pose un problème. Donc aujourd'hui, les constructeurs auto mettent en place des garanties et mettent en place un procédé qui consiste à remplacer le pack batterie. Mais ce pack qui a été utilisé est encore fonctionnel. Il a un potentiel énorme, il faut pouvoir l'exploiter. Peut-être pas adapté pour de la mobilité parce qu'il faut faire du kilométrage et il faut des accélérations, etc. Mais pour du stockage industriel, c'est possible. Et nous, on a décidé de l'intégrer dans une approche de recharge du véhicule électrique. Aujourd'hui, quand on installe une borne, il faut raccorder cette borne au réseau. C'est des puissances importantes pour donner un ordre de grandeur, même des bornes pas très rapides, 7 kW, on récupère une cinquantaine de kilomètres d'autonomie en 1 heure. Ça représente quelque chose pour un parking qui a déjà plein d'équipements à faire fonctionner. Et la problématique, c'est que ces bornes vont être souvent monopolisées. Il y a une voiture qui vient, à 8 heures, elle se branche, mais la personne reste 4 heures. On parlait tout à l'heure de 95% de temps de stationnement. Donc l'idée qu'on a, c'est de stocker de l'énergie dans une batterie. Et on a 2 approches. Le robot Charles, c'est un robot qui va littéralement puiser de l'énergie sur le réseau, stocker ça dans une batterie de seconde vie, ensuite va se débrancher du réseau et va partir vers une voiture pour lui redonner de l'énergie. Et donc là, on biberonne une flotte, 10, 15, 20 voitures par jour, si possible, alors qu'on n'a tiré qu'un seul câble. Donc d'un point de vue réseau électrique, on a une base de recharge pour un service pour une quinzaine, vingtaine de voitures. Donc ça, c'est la première solution qu'on a développée et qu'on a démarrée en 2016. Aujourd'hui, elle s'expérimente en France, on arrive bientôt en Belgique. Et on a une deuxième approche, un peu plus puissante, d'un point de vue optimisation énergétique. La solution s'appelle Eiko, c'est un prénom japonais féminin qui veut dire prospérité. Donc on a Charles, le robot, et puis Eiko pour un usage un peu différent. C'est une grosse batterie, toujours de seconde vie, qui va être raccordée au réseau à faible puissance, et notamment la nuit, lorsque l'énergie coûte moins cher, lorsque le réseau produit mais qu'il n'y a pas forcément de consommation. Et on va réenvoyer cette énergie sur des voitures le lendemain, quand les voitures arrivent en journée, sur des points de charge qui ne sont pas connectés au réseau, mais branchés entre eux jusqu'à la batterie. Donc là, on est au service du réseau à plusieurs endroits, et notamment dans le fait de ne pas tirer des câbles dans tous les sens, parce que l'électrification avance, il faut aller vite, et le cuivre est une denrée rare qui se raréfie de plus en plus. Donc l'idée, c'est d'avoir un seul branchement entre la batterie, le réseau, et puis ensuite des petites jonctions, plutôt que d'avoir des câbles qui tirent des cinquantaines de mètres jusqu'au réseau électrique du client. Donc aujourd'hui, on a déployé cette solution à Lyon, chez l'armée française. On a une deuxième qui est arrivée en Bretagne et bientôt à Paris dans 2 semaines. Et donc c'est du véhicule to grid, mais un peu particulier, puisqu'on sort les batteries des véhicules pour les mettre au service du réseau et pour recharger aussi les voitures de temps en temps. Merci. Rémi, quelles sont les implications pour les opérateurs de réseau électrique dans l'adoption du V2G? Quels sont les impacts potentiels sur la stabilité du réseau électrique? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais... Alors, on a parlé effectivement déjà des aspects techniques au moment du raccordement du véhicule. Si on prend un petit peu de hauteur à l'échelle du système électrique, alors qui est plutôt du ressort de RTE, le réseau de transport, que d'Enedis, mais le véhicule électrique, c'est plutôt une opportunité, et notamment le V2G. C'est-à-dire qu'il va permettre d'injecter de l'électricité dans des périodes où on pourrait en avoir besoin. Notamment, on a passé un hiver sous vigilance vis-à-vis des questions d'alimentation. Le véhicule électrique et le V2G pourraient permettre de gagner en marge par rapport à ça. Et notamment dans un contexte où les énergies renouvelables se développent fortement.
Et donc, on voit une complémentarité aussi qui se développe entre cette production renouvelable qui est prévisible, mais bon, c'est pas de la tenter non plus, on ne prévoit pas finement à la minute, et puis ces véhicules électriques qui peuvent très rapidement et assez facilement consommer ou produire. Et donc, dans les scénarios d'électrification des usages tels que le prévoit RTE en France, le V2G peut être un atout considérable pour finalement gagner en termes de marge dans des périodes de pointe. Puisque aujourd'hui, on s'appuie sur des moyens de production, on disait, qui sont fixes. Le véhicule électrique pourrait être une ressource en plus pour faire face à ces périodes de pointe. Alors, Roman, puis peut-être complété par Clément, quels sont les modèles économiques pour inciter les utilisateurs à passer au V2G et cela a-t-il un impact, bien évidemment, sur le fameux TCO? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le TCO, c'est le Total Cost of Ownership, c'est-à-dire combien vous coûte l'installation. Donc oui, je peux peut-être démarrer. En fait, il y a évidemment donc toute une dimension technologique, mais si on part du principe que cette dimension technologique est acquise ou qu'on dans quelques années, en tout cas, on aura répondu à ces problématiques, la question après, c'est comment on fait pour que l'utilisateur, celui qui est dans son véhicule électrique, accepte et ait envie de mettre son véhicule à disposition. Et là, le nerf de la guerre, ça reste la dimension financière. Et alors peut-être Clément aura d'autres éléments à partager. Moi, notre conviction pour l'instant, c'est qu'on est dans un environnement qui est peu mature. Il n'y a pas encore de réponse unique. L'idée, c'est d'avoir une incitation qui peut être liée à une baisse de facture d'électricité, liée à des virements, enfin des paiements à chaque fois que la batterie est utilisée. On peut imaginer aussi des accords ou des contrats un peu contraignants qui obligent la personne à se brancher au moins X heures sur le réseau pour être sûr que quand on aura besoin, on puisse faire appel à son véhicule. Dans tous les cas, il y a des sujets qui vont être à adresser, notamment éviter la double taxation. Typiquement, quelqu'un qui va recharger sa batterie va payer des taxes sur son électricité. Si ensuite il rend cette énergie et qu'un jour plus tard il la recharge plus tard, il va donc à nouveau repayer des taxes. Donc comment on calcule ce delta ? Et puis enfin, un dernier point, c'est que pour que l'utilisateur puisse faire tout ça, il faut qu'on sache exactement où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est branché ? Est-ce que son véhicule est disponible ? On parlait de l'usage et du fait de ne pas opposer mobilité et véhicule to grid, enfin, en tout cas usage pour le réseau. Comment on s'assure que la personne pourra repartir avec la batterie qu'il pense avoir quand il va s'installer dans sa voiture, si en fait, parce que pour des raisons de problématiques réseau, on a récupéré X% de sa batterie. Et donc là, il y a une nécessité de prévoir ou d'anticiper un petit peu les usages qu'il va pouvoir avoir de son véhicule et que ce ne soit pas en contradiction avec le besoin du réseau. Clément Ouais, je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. Peut-être déjà un premier biais dans notre discussion quand on parle d'utilisateur serait d'imaginer que l'utilisateur est forcément un particulier. Aujourd'hui, quand on parle V2G, en tout cas à très court terme, le modèle est plutôt sur l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise qui a une flotte captive, qui est en capacité de la gérer elle-même, qui est en capacité de dégager des gains financiers qu'elle peut maîtriser et aussi où elle peut gérer à quel moment les collaborateurs ont le droit d'utiliser le véhicule, doivent le brancher, doivent le débrancher. Donc il y a quand même dans les entreprises, dans les grandes entreprises, en tout cas celles qui ont des flottes importantes, un vrai intérêt qui peut se dégager. Et en particulier, notamment s'il y a à côté des solutions de production d'énergie renouvelable. L'autre point, et je suis d'accord, même pour l'entreprise, mais pour le particulier encore plus, l'enjeu, ça va être de lui trouver une forme de rémunération. Aujourd'hui, le système réglementaire, l'environnement réglementaire n'est pas plus mature que n'est la technologie, ce qui veut dire que c'est très compliqué d'imaginer des gains très importants. Quand nous on a travaillé sur le sujet en 2019 avec RTE, avec le réseau de transport d'électricité, on estimait que ça pourrait être de l'ordre de 100, 120 euros par an par véhicule. C'est toujours ça, hein, enfin voilà, c'est pas non plus énorme. Mais il y a probablement, et c'est plusieurs travaux qu'on a déjà menés, qu'on est en train de mettre à jour aujourd'hui, d'incitations qui peuvent être trouvées, de modèles de tarification qui peuvent être proposés, au-delà des simples systèmes d'heures pleines et d'heures creuses, pour faire en sorte que le gain soit de plus en plus intéressant.
Et au bout du compte, quand même, quand on dit restituer de l'énergie au réseau, l'idée n'est pas de vider votre batterie. Enfin, si vous la branchez à 70%, l'idée n'est pas de la récupérer à 20%. L'idée est peut-être de donner 1, 2, 3%. 5% est déjà de l'ordre de l'extraordinaire. Donc voilà, l'idée est quand même de faire en sorte que la personne ne soit pas empêchée dans ses mouvements une fois qu'elle se débranche. Et un autre point aussi, nous on est partenaire d'un programme européen qui s'appelle Insight TV, qui fait des tests sur différentes technologies, notamment d'induction, mais aussi de V2G, et qui est en train de tester aux Pays-Bas le V2G sur la voirie. Parce qu'on voit très bien comment on peut le faire dans un parking d'entreprise, comment on peut le faire chez un particulier, comment on peut obtenir le consentement des salariés ou du particulier quand il va réinjecter. On fait comment, si on souhaite développer cette technologie en voirie, pour assumer qu'une personne partira peut-être qu'avec 17% d'énergie en plus et pas 20% comme elle l'espérait. Donc voilà, les démonstrateurs sont en cours. Et peut-être juste Oui, un point bien complémentaire sûr. sur l'entreprise que je trouve intéressant, c'est qu'on parle de V2G, il ne faut pas oublier non plus qu'au départ, avant le V2G, il y a le smart charging, et les gains, ils peuvent exister dès maintenant à court terme sur le fait de ne pas investir dans des réseaux plus importants ou dans des bornes plus rapides, et juste d'équilibrer en fait la recharge entre plusieurs véhicules est déjà une première forme d'intelligence avant que la voiture puisse rendre de l'énergie. Alors Salim, on en a un petit peu parlé, mais quels sont les risques qui sont liés au V2G? J'imagine pour vous c'est tous évident, enfin pour vous tous intervenants c'est évident, mais quand on charge la batterie d'un véhicule, il faut éviter de cramer la batterie du véhicule qu'on charge. Vous c'est encore plus important parce que vous avez des solutions avec des batteries qui se baladent, qui sont mobiles, notamment dans les parkings. Voilà. Quels sont les risques qui sont liés à ces solutions de V2G? Alors, si on parle de nos solutions, et c'est vrai que c'est pas entièrement le V2G dont on parle, mais si on parle d'un robot chargeur Charles, bah oui, effectivement, c'est un robot qui va se déplacer, qui doit épouser des dodanes en termes de déplacement, qui doit éviter de rentrer dans un mur, dans un véhicule. Donc ça, c'est tout le volet robotique mobile. Bon, c'est pas forcément l'objet de la table ronde, mais l'utilisation de batteries usagées présente effectivement une gestion un peu particulière, puisque on a tous en tête les risques liés à la batterie, l'emballement thermique, une mauvaise... Alors, mais même le fait de trop la vider, qui peut endommager de manière irréversible le processus électrochimique et faire que la batterie meurt, ne marche plus. Et si on la charge mal ou trop, ça peut déclencher ce fameux emballement thermique qui déclenche un incendie infernal. Donc là-dessus, il y a plusieurs méthodes qui existent. Déjà, il faut comprendre la batterie, il faut la qualifier, il faut comprendre quel est son état de santé, comment est-ce qu'elle a vieilli. Et un des enjeux, une des difficultés, c'est qu'on ne sait pas exactement comment la batterie a été utilisée en termes de cyclage, en termes même de résistance mécanique, enfin de vibration qu'il y a eu dans le véhicule. Là, pour parler un peu de réglementation et de normes, c'est une des clés de succès, je pense, c'est tout l'aspect normatif qu'il y a autour de ces batteries. Et aujourd'hui, il y a le projet de passeport batterie, enfin, c'est même plus un projet, c'est devenu quasiment officiel de devoir enregistrer, encapsuler l'historique de la batterie et de pouvoir comprendre pour les acteurs qui font de l'économie circulaire, comprendre ce qui lui est arrivé. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut fabriquer des packs batteries, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le pack du véhicule électrique, on récupère des modules. Les modules sont le deuxième niveau constitutif d'une batterie. À l'intérieur, il y a des piles. Nous, on s'arrête au module, on ne rentre pas dans l'électrochimie, dans la soudure de ces piles entre elles. Et donc, il faut refabriquer un pack batterie avec un ordinateur embarqué qui va regarder comment se comporte chacune des cellules en temps réel. Il faut un refroidissement. Donc ça, c'est un des deuxièmes gros enjeux, c'est refroidir suffisamment. Alors, maintenir à un bon niveau de température le pack batterie, parce qu'elle est très sensible aux températures au-dessus de 30 degrés, même on ne parle pas encore de 50 ou autre, et éviter qu'on soit trop bas. La plage d'utilisation de la batterie. Quand on est trop chargé ou pas assez chargé, il y a le processus électrochimique est un peu plus agressif, il y a des dendrites qui vont se créer à l'intérieur des piles et ça use, ça fait vieillir la batterie plus rapidement, alors que si on est sur une plage un peu plus centrée, c'est moins agressif pour elle. C'est quoi la plage? Il faut éviter par exemple de descendre en dessous de 5% de la batterie ou éviter de charger au-dessus de 95%. C'est quoi la plage? Nous, dans notre situation, on va même encore plus loin. On essaye de se rapprocher on essaye de limiter au maximum les risques. Encore une fois, c'est des batteries qui ont des vieillissements différents. Nous, on est sur Charles, parce qu'il va cycler énormément Charles. Il fait vraiment des allers-retours en continu, etc. On est quasiment sur du 30-70%,
30%, 70% de la batterie, quoi. Sur Eco, c'est un peu différent. On est sur un cyclage beaucoup plus long. Globalement, le cube fait un cycle par jour. Elle va se décharger la journée et puis ensuite se recharger la nuit. Et donc là, on va chercher plutôt du 20-80. Et donc voilà, température, plage d'utilisation et puis ensuite l'agressivité. Dans un véhicule électrique, quand on est dans une montée, quand on est en hiver et qu'on allume tous les équipements ou qu'on fait des points d'accélération, il y a des appels de courant sur la batterie qui sont violents. Et ça participe au vieillissement du pack. Donc si on arrive à solliciter doucement la batterie, donc en termes de courant de charge et de décharge, la vitesse à laquelle on vient soutirer ou injecter l'énergie, on arrive à prolonger cette durée de vie et on réduit aussi les risques de surcharge, d'emballement thermique et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est pour le volet batterie. Merci beaucoup. Clément, forcément quand on parle de véhicules électriques, on parle de scénario d'usage, puisque le fait de savoir quand et comment on va recharger son véhicule dépend beaucoup de l'usage qu'on en fait. Si on fait des petits trajets, des grands trajets, si on l'utilise tout le temps ou si on le laisse 95% sur le parking. Quelles sont les mesures Donc ces scénarios d'usage entraînent bien évidemment l'étude de la data. Alors de la data qu'il peut y avoir dans les véhicules, dans les bornes, enfin, etc. Il y a maintenant de la data un peu partout. Qu'est-ce qui est mis en place en termes de sécurité et puis de partage de la donnée, de la data sur ces usages auprès des parties prenantes en fait, de la solution globale? La donnée, c'est évidemment une mine d'informations et une mine d'or à la fois. Donc, chacun a envie de pouvoir capitaliser dessus au maximum. Donc, c'est là où on a encore tout un écosystème qui va devoir se structurer. Entre d'un côté ceux qui ont la donnée et qui veulent peut-être pas forcément l'ouvrir ou pas l'ouvrir de façon inconditionnelle, et de l'autre côté ceux qui ne l'ont pas et qui veulent absolument l'avoir et qui veulent payer le moins cher possible pour l'obtenir. Entre les deux, voilà, il y a un certain nombre de scénarios à mettre en œuvre. Beaucoup de discussions ont lieu au niveau européen plutôt, parce que c'est à cette échelle-là que c'est la plus pertinente. L'enjeu, au-delà de ça, au-delà de l'enjeu de la mise à disposition des données et de leur ouverture, c'est la question des données personnelles et de faire en sorte que, en plus du consentement qui doit être donné, de se dire, eh ben voilà, moi j'accepte que quand le réseau a besoin de mon véhicule, j'accepte de lui redonner 1%, 3% de ma batterie. Au-delà de cette question-là, c'est de savoir comment je suis identifié, comment mon véhicule est identifié. Et donc là, sont en train de se mettre en place des protocoles, faire en sorte que, évidemment, on ait un anonymat qui soit respecté autant que possible. Il y a des protocoles au niveau européen qui sont en train de se définir. On commence aussi à parler de plus en plus de blockchain également sur ce type de sujet. L'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que pour l'utilisateur, ce soit le plus neutre possible dans son usage, et que surtout, il ne puisse pas être identifié et suivi à la trace à cause de son véhicule. Mais pour autant, on a besoin de cette donnée parce que, comme on l'a dit, on va avoir un véhicule qui se déplace, on a une source d'énergie d'une certaine façon qui se déplace, et il faut quand même pouvoir la suivre, pouvoir savoir où est-ce qu'elle va réinjecter, surtout si elle ne réinjecte pas au même endroit. Quand on est dans une entreprise ou chez un particulier qui a sa propre borne et qui va toujours recharger et décharger son véhicule au même endroit, c'est pas un sujet très important. Quand on va commencer à réfléchir, comme je disais tout à l'heure, à du V2G en voirie, là on va rentrer dans des problématiques un peu plus complexes en termes de données, et puis derrière un certain nombre de problèmes juridiques qui vont être amenés à se poser assez rapidement. Rémi, c'est quoi les principaux freins pour le déploiement de l'utilisation du V2G? Dans l'ordre, c'est quoi? C'est le risque de vieillissement de la batterie, l'absence de modèle économique très, très concret. Ouais, aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, on a des problématiques techniques qui sont, à mon sens, pas les plus complexes à résoudre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail à faire, mais globalement,
on voit la route qu'il faut prendre. On a parlé tout à l'heure de la question de l'équation économique et de la rétribution qui est attendue par l'utilisateur ou l'entreprise par rapport à l'usage de ces batteries. Nous, on pense que cette rétribution, en fait, ce sera un empilement de services. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'utilisation de la part de l'utilisateur pour son autoconsommation, de services pour le réseau de distribution, pour le réseau de transport. Donc c'est ça qui fera la valeur. Mais aujourd'hui, le modèle économique derrière, il est loin d'être fixé. Il y a aussi le volet de l'acceptabilité dont on parlait tout à l'heure, qu'il faut dépasser. Il y a déjà une certaine anxiété par rapport à la recharge. Donc effectivement, comme on disait tout à l'heure, si en plus on va décharger le véhicule, c'est un obstacle de plus. L'augmentation de l'autonomie des véhicules sur ce sujet-là, c'est vraiment, ça permettrait vraiment de lever le frein? Je ne sais pas si ça permettrait de lever le frein. En tout cas, on gagnerait en marge du point de vue de l'utilisateur. Mais aujourd'hui, finalement, les freins ou les verrous à lever, ils sont multiples. Et ce qui me paraît être clé, c'est qu'il n'y a pas un acteur dans l'écosystème de la mobilité électrique ou de l'énergie qui a tout seul la clé. Et donc ça veut dire qu'il faut travailler ensemble, des acteurs qui ne se connaissaient pas auparavant. On parle du monde du transport, du monde de l'énergie. Il y a quelques années, ces gens-là ne se causaient pas, ou enfin vraiment sur des sujets extrêmement typiques. Donc là, il a fallu se comprendre les attentes, les besoins des uns et des autres, et il faut réussir à construire finalement ensemble les réponses de ce sujet-là. Donc déjà dans un écosystème qui est multiple, et en plus un échelon qui est international, parce que les réglementations ou les besoins qu'on va avoir au niveau du réseau français, par exemple, vont être différents chez nos voisins britanniques, chez un pays asiatique ou américain. Et pour autant, on a des véhicules aujourd'hui qui viennent de groupes qui sont internationaux, un groupe comme Renault, Stellantis, aujourd'hui travaille en France, mais aussi en Europe, mais aussi en Asie, et aussi sur le marché américain. Et donc finalement, il faut réussir à trouver une réponse qui convienne à tout le monde, et ça forcément, ça prend du temps et beaucoup de travail. Alors justement, Clément, comment on fait, puisque la Verve, vous fédérez beaucoup, 250 c'est ça, hein, d'adhérents des différents maillons de cette chaîne de valeur qui permet de produire une solution finale pour le consommateur. Comment on fait pour faire parler des gens avec des métiers très différents, des fournisseurs de véhicules, des fournisseurs de bornes, des gestionnaires de réseau, des gens qui font du BTP pour faire les tranchées, pour faire l'électrification, des consultants experts. Comment on fait pour faire parler tous ces acteurs très différents ensemble? Une grande table et beaucoup de café. Non, c'est notre cœur de métier, c'est dans l'ADN de l'association. On a toujours eu cette vision écosystémique. On n'a jamais été là pour défendre soit les énergéticiens, soit les acteurs de la recharge, soit les constructeurs. Donc on a toujours fait en sorte que dans nos travaux, autour de la table, on ait toutes les personnes qui soient concernées et de trouver une position qui convienne au plus grand nombre. Et de préférence une position qui convienne à l'ensemble des adhérents, à l'ensemble des parties prenantes. Ce qu'on arrive à faire sur la plupart des sujets, et sur un sujet comme celui-là, où il y a encore beaucoup de choses à définir, où il y a une maturité encore à trouver, nous, on ne se positionne pas comme étant on est très agnostique en termes de solutions. On ne va pas dire que c'est tel protocole de données qui est pertinent ou la blockchain ou autre. C'est pas notre rôle, ça. Notre rôle, c'est de faire en sorte de voir ce qui est disponible et de voir quels sont les différents freins qui se présentent sur ces solutions et comment on peut travailler notamment avec les pouvoirs publics pour les lever. Donc, on mène un travail important de concertation. On est en train de le faire en ce moment même justement sur ces sujets de smart charging, de stockage, de V2G. Et on va produire dans les prochains mois un nouveau corpus de recommandations qu'on ira porter auprès de la CRE, auprès des pouvoirs publics, pour faire en sorte que ce qu'on identifie comme étant des blocages puisse être levé. Et typiquement, sur la question de la rémunération, si on identifie, et je pense que les travaux qui ont été faits par RTE, par Enedis, par plein d'acteurs, si on identifie que le V2G est nécessaire, c'est-à-dire que si en 2050 on ne l'a pas suffisamment développé en complément du pilotage simple,
eh bien, ça veut dire que derrière, il faut qu'on trouve qu'on identifie toutes les conditions de possibilité. Donc, c'est pas tant, voilà, aujourd'hui, le modèle économique n'existe pas et le marché n'est pas mature, mais c'est pas grave. On va faire en sorte qu'il y ait un modèle économique, on va faire en sorte qu'il y ait une rémunération et un marché qui se structure. Est-ce que le V2B, donc le véhicule tout bâtiment, peut être une phase intermédiaire justement pour expérimenter, en tout cas imaginer quelque chose à plus grande échelle en V2G? Qu'est-ce qui veut répondre à cette question? D'une certaine manière, le véhicule to grid, dépendamment de comment on se fait l'installation, mais ça participe au bâtiment, ça peut participer directement au bâtiment sur lequel est adossé, imaginons, la borne bidirectionnelle. Nous, on étudie en ce moment des projets dans lesquels on imagine même des solutions complètement off-grid. Où en gros, on a un entrepôt qui doit s'électrifier parce que les engins s'électrifient. On va mettre des panneaux solaires et en fait, l'entrepôt est un peu loin du bâtiment principal. Les raccordements peuvent être un peu longs, compliqués, etc. Et on se dit, ok, est-ce qu'on peut faire fonctionner cette entité complète avec du stockage, des nouveaux équipements électriques qui vont consommer et des panneaux solaires et donc mais on crée quasiment une cellule à part. On est sur les 5% que Rémi mentionnait tout à l'heure, qui n'est pas qui est complètement déconnecté du réseau principal, quoi. Et par contre, un élément important, c'est dans ce contexte où le coût de l'énergie augmente, l'autoconsommation permise par les ENR devient super intéressant. Et donc là, c'est plus le fait de stocker une énergie qui serait produite pour l'autoconsommer pour le bâtiment sur lequel on a installé le système devient quelque chose de très pertinent aujourd'hui. Voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas. Peut-être une ou deux questions du public. Voilà. On a été très clair ou pas du tout? Ah, on a été plutôt clair. Merci. Non, mais effectivement, vous parliez des différents protocoles, de ne pas préconiser tel ou tel protocole. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui se dessine, notamment l'application de l'ISO 1518-20 qui est en plein dedans. Vous ne l'avez pas forcément abordé. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres solutions qui existent ou parce que c'est pas d'actualité et les acteurs économiques ne sont pas encore au point par rapport à ça? Alors personnellement, je ne l'ai pas abordé parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie d'entendre ce type de discussion. C'est assez aride quand on commence à parler de normes. Non, la 1518-20, donc une communication entre véhicules et la borne et qui permet d'embarquer de nouvelles fonctionnalités, notamment la bidirectionnalité. Tout le monde l'a en tête, beaucoup d'acteurs y travaillent. Ça a l'air assez consensuel. Nous, Enedis, on a piloté un consortium d'acteurs de la mobilité électrique avec notamment Stellantis, Renault, Schneider Electric, etc. Avec un lot véhicule to grid. C'est le programme à venir là? C'est le projet à venir, effectivement. Où effectivement on a exploité les fonctionnalités de la 1518-20 avec un certain succès. Donc c'est complètement dans le scope. Maintenant, je ne suis pas une vision exhaustive de ce qui est fait, mais à mon sens, c'est ce qui va dans le sens de la majorité des acteurs. Vous pouvez en dire un mot du projet à venir, du programme à venir, projet à venir, pardon. Oui, alors le projet à venir, c'est un projet qui a été lancé par Enedis il y a quelques années, qui avait pour but déjà de mettre autour de la table une partie très représentative de l'écosystème de la mobilité électrique pour discuter et élaborer un démonstrateur autour de la mobilité électrique et des futures fonctionnalités de pilotage intelligent de la recharge. Donc on a fait plein de choses dans ce démonstrateur. Romain parlait tout à l'heure du pilotage entre guillemets simple. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le décalage de la recharge décalage des chauffe-eau. Bon, faut imaginer la même chose avec un véhicule électrique, sauf que c'est pas si simple à faire. Il faut que tout le monde dialogue, que l'information passe bien, choisir les bons protocoles, etc. Donc il y a cette première brique fondamentale, et puis on a fait des choses un peu plus évoluées. On a par exemple essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait synchroniser la recharge d'un véhicule électrique avec la production solaire pour optimiser
cette recharge et permettre à l'utilisateur d'avoir cette recharge entre guillemets verte. On a également testé ce véhicule to grid sur un site à Aix-en-Provence, sur un périmètre assez large, puisqu'on est allé de la demande d'injection par le gestionnaire de réseau jusqu'à la prise en compte de l'acceptabilité, si on peut dire, de l'utilisateur sur cette demande. Finalement, est-ce que les gens qui utilisaient ces véhicules ont remarqué l'impact de cette décharge. Clément parlait tout à l'heure de ne pas vider totalement la batterie. Effectivement, l'enjeu du V2G, il est aussi sur sa massification. C'est-à-dire que si demain vous avez des millions de véhicules qui sont raccordés au réseau, il suffit de peu finalement d'énergie par véhicule pour avoir un effet de masse important. Et donc ce projet-là, ce projet à venir qui a été important pour rapprocher les acteurs et planter ces premiers jalons, nous permet d'avoir des premières briques sur la recharge intelligente et d'entrevoir finalement une industrialisation prochaine avec tout ce monde-là sur le véhicule électrique et le pilotage de la recharge, et notamment le V2G, sur lequel il reste du travail, mais on a montré que c'était possible. Merci beaucoup. Une dernière question dans le public ? Bonjour, Chloé de Volta Trucks. On parle du V2G. Quelle est la différence technique avec le V2H, donc Vehicle to Home? Pas de différence majeure à part le lieu d'implantation et le lieu où se développe la technologie. Après, ce qui va peut-être être plus... c'est plus dans les applications, à quel moment on fait des signaux et qui fait le signal et sur quel rythme on va réaliser on va réaliser les cycles. Typiquement, si on est au niveau de la maison ou du bâtiment et qu'on a en plus de la production d'énergie, on va peut-être essayer de faire communiquer les deux et de faire en sorte qu'on ait une unité globale qui soit cohérente et intelligente. Et donc de ramener ça à l'échelle uniquement du bâtiment ou de la maison versus le grid où on va être sur une échelle beaucoup plus large et on va peut-être donner beaucoup plus la main à d'autres acteurs type Enedis, RTE pour faire ces appels-là. En effet, pour moi, c'est le destinataire, en fait, celui qui est client et qui va bénéficier du service. Soit c'est le gestionnaire du bâtiment qui va avoir besoin d'énergie à un instant T pour son bâtiment, soit c'est le réseau. On peut aussi parler du véhicule to health, du load, donc ça pourrait être même l'usager qui a besoin de l'énergie dans sa voiture et qui veut mettre son barbecue sur sa voiture. Et donc là, il va récupérer l'énergie de sa batterie. Donc en fait, véhicule tout quelque chose, peu importe. Par contre, ce qui est derrière, c'est la personne ou l'entité qui va bénéficier du service et qui va donc envoyer l'ordre, en fait, quelque sorte. On va finir cette conférence sur simplement un petit mot sur le guide de recommandation que vous avez émis à l'AVER, qui est téléchargeable sur le site internet aver-france.org. Et qu'on est en train de mettre à jour, donc qui date de 2020, et on est en train de le mettre à jour. Donc d'ici la fin de l'année, on aura un nouveau corpus de recommandations sur Smart Charging et V2G. Donc ce sera l'occasion d'approfondir un petit peu plus ces sujets. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, chers intervenants, pour cette conférence. Merci à vous pour avoir été avec nous et avoir suivi cette conférence. Et puis, bonne fin de salon à tous et à toutes.